Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce 1er novembre est Neil Kawissin, conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB qui est avec nous en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique ce matin. On va parler aussi de régionalisme. Voilà, l'UDB, formation régionaliste s'il en est. On va parler également du budget. J'avais envie de commencer un peu par là, car on a vu l'expression de l'UDB sur les réseaux sociaux en particulier, et de par ses communiqués, avec cette inquiétude concernant justement ce budget, ce projet de loi de finances 2025, qui prévoit toujours d'amputer, en tout cas dans les budgets régionaux, mais aussi des collectivités territoriales. On leur demande des efforts voilà, pour essayer de combler la dette. Est-ce que vous craignez que ce soit quelque chose qui puisse être très préjudiciable pour les collectivités territoriales ? Oui, moi je crois que ce serait un choix désastreux pour résorber la dette que de s'attaquer aux collectivités. D'abord parce que la France reste un pays assez centralisé où les collectivités n'ont qu'une part minoritaire des budgets publics, une part assez restreinte dans la dette, et il leur reste très peu d'impôts à leurs mains. La taxe d'habitation a été supprimée pour les communes, les départements n'ont plus la maîtrise de leurs recettes du tout, les régions très peu, et elles ont des compétences obligatoires, mais ne maîtrisent pas leurs recettes, et on leur en enlève. Et on voit bien que ça risque de craquer. Sur les départements, c'est évident, puisque ça craquait déjà avant. C'est des collectivités qui ont des dépenses sociales obligatoires et qui progressent, mais qui n'ont pas de compensation pour assurer ces dépenses et qui ne peuvent pas recourir à l'impôt. Donc, à un moment, est-ce que ça veut dire que les départements vont arrêter de payer le RSA ? Enfin, j'espère pas, mais on arrive vraiment dans des situations très très inquiétantes. Et puis même pour les communes et les régions, on n'est peut-être pas à un niveau aussi grave. Dans la mesure où elles n'ont pas la maîtrise de leurs recettes, est-ce qu'on attend que la région arrête de faire circuler les TER, arrête de faire des travaux dans les lycées ? Enfin, c'est pas là qu'il faut faire des économies, j'en suis convaincu. Avec quand même des alertes régulières de la part des présidents de département. Il y a quelques semaines, une tribune est parue dans les journaux qui réunissait les présidents des conseils départementaux d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, des Côtes-d'Armor, avec cette alerte en disant si ça continue, on ne pourra pas boucler nos budgets. On en est là aujourd'hui ? Oui, on en est là. Oui. Moi, ça fait un moment qu'on entend ces alertes, mais avec en plus le risque d'une baisse des dotations, oui, je crois que certaines collectivités risquent de ne pas pouvoir boucler leur budget. Il faudra que l'État prenne ses responsabilités à ce moment-là, puisque quand on confie des missions obligatoires et qu'on ne confie pas l'argent qui va avec, à un moment, il faudra que l'État assume dans ce cas-là. Avec justement l'État qui a peu pointé du doigt les collectivités territoriales en disant oui mais elles dépensent un peu, elles ne font pas assez d'économies, il faut qu'elles montrent l'exemple. Ça a été très mal perçu, on a entendu plusieurs voix qui se sont élevées dans les régions, d'ailleurs de façon assez transpartisane. Vous trouvez que c'est un mauvais procès ? Oui, je trouve que c'est un mauvais procès. Oui, la dette de l'État, la dette publique en France vient très peu des collectivités. Et elles ont une gestion finalement beaucoup plus rigoureuse que celle de l'État. Donc il faut pas les prendre comme bouc émissaire. C'est effectivement à l'État de régler ses problèmes de fonctionnement, et il y en a, bien sûr, mais sans affaiblir des collectivités qui, j'insiste, dans un pays qui est aussi centralisé et où les collectivités ont déjà des budgets faibles, si en plus on leur en retire, ça veut dire qu'on aggrave la concentration des ressources sur la région parisienne finalement. Alors c'est très dangereux. On va parler de décentralisation. Je vais juste vous entendre sur la région Bretagne, puisque vous êtes conseiller régional de Bretagne, conseiller régionaliste à l'UDB, je le rappelle. Comment c'est perçu par une formation telle que la vôtre, le fait de dire, de recevoir un petit peu la leçon de la part de Paris ? Nous, ça nous confirme dans l'idée qu'on a besoin d'autonomie fiscale. On n'est d'ailleurs pas les seuls à le penser, mais on le porte depuis longtemps. C'est pas sain qu'une collectivité élue ait tout son budget décidé par l'État, parce que ça veut dire que on peut faire des élections, s'engager sur un programme, et puis 3 ans plus tard, l'État décide que on vous retire telle ressource fiscale, on vous retire telle dotation, et tout d'un coup, les engagements pris devant les électeurs deviennent inapplicables. Ça, c'est un problème. Dans une démocratie qui fonctionne normalement, on devrait avoir pour les collectivités
une part d'autonomie fiscale, la possibilité de lever, de définir certains impôts et taxes. Alors dans un domaine qui doit être borné, il faut un partage des tâches avec l'État, ça peut se faire, mais on assiste à un mouvement contraire depuis une vingtaine d'années, à une suppression progressive de tous les impôts qui étaient à la marge des collectivités. Et si on supprime le pouvoir sur l'impôt, quelque part, au fond, on supprime l'exercice démocratique parce qu'on va créer des collectivités totalement sous tutelle. Donc on estime qu'il faut revoir complètement le modèle français de décentralisation, avec bien sûr la question des compétences, mais aussi la question de l'autonomie budgétaire. Alors l'autonomie budgétaire, elle se traduit aussi sur le terrain. Aujourd'hui, on entend les Français, les Bretons, les Bretonnes, qui ont aussi lancé une alerte. On a eu, j'allais pas se dire 3 tours d'élection, puisqu'il y a eu l'élection européenne et les législatives, avec ces scores importants de Rassemblement national, qui je suppose vous inquiètent, en tout cas vous interpellent. Voilà, il y a une fracture, il y a une demande, il y a une attente sociale. On a l'impression que les Bretons veulent, et pourtant c'est pas une terre d'élection du Rassemblement national, veulent un petit peu renverser la table. Bah, effectivement, alors c'est vrai qu'aucun député du Rassemblement national n'a été élu en Bretagne et je m'en réjouis. C'est-à-dire qu'il y a toujours une majorité absolue de votants pour s'y opposer. Et je veux dire aussi que moi j'habite dans une commune où il y a eu à peu près 25% de vote pour le Rassemblement national. J'entends pas 25% des gens relayer le discours du Rassemblement national, tenir des propos xénophobes par exemple. Mais effectivement, il y a certainement une part de vote d'adhésion et une part de vote un peu attrape-tout, de vote de rejet et de volonté de secouer un peu les choses, puisque Emmanuel Macron a été réélu par défaut. Voilà, dans un contexte post-Covid où la démocratie allait pas très bien, au deuxième tour face à Marine Le Pen, il a été réélu par beaucoup de gens qui n'adhéraient pas à son programme. Et il n'en a pas tenu compte. Il a essayé de gouverner comme s'il avait été élu sur son projet comme la première fois. Donc il y a une grosse frustration, effectivement. Et on a besoin, à mon avis, d'un tournant politique, de sortir de ce que fait Macron depuis maintenant 2017, depuis 7 ans. Alors, on sent évidemment que j'allais presque dire la République se grippe, en tout cas la démocratie se grippe. On entend même parler de Roland de la 4e République avec un retour du régime parlementaire. Est-ce qu'il faut redéfinir là aussi les lignes? Alors j'entends les lignes institutionnelles, mais peut-être aussi les lignes de la République, de cette 5e République. Je crois que la 5e République est malade d'une concentration du pouvoir à 2 niveaux. D'une part, la concentration des pouvoirs sur le président, qui a été accrue par les évolutions de la 5e République. Avec Internet, avec la communication immédiate, on attend sans doute beaucoup plus du président de la République et beaucoup plus immédiatement qu'avant, mais il n'y a pas de surhomme. Et c'est dangereux de laisser croire qu'il y en a un. Donc ça, je pense que c'est un dysfonctionnement important. Et un deuxième, c'est la concentration des pouvoirs au niveau étatique et à Paris. On est un pays européen exceptionnel par la concentration géographique des pouvoirs et la concentration sur une seule personne. Et ça ne peut créer que des frustrations parce que personne n'a la formule magique pour régler tous les problèmes. Personne ne peut connaître tous les détails de tout ce qui se passe dans le pays, de comment ça change tous les jours, toutes les semaines. Et à un moment, pour avoir cette connaissance des problèmes réels et pour augmenter les chances de trouver des réponses efficaces, on a besoin de partager le pouvoir, vraiment. De le partager au niveau géographique, avec des régions, globalement des collectivités plus fortes, et au niveau central, peut-être plus de partage entre le président et le Parlement. Avec, là encore, le terrain, et ça nous amène au régionalisme, en tout cas à cette demande d'autonomie des régions. On utilise désormais plutôt assez facilement le mot, même s'il fait encore peur dans certains milieux. L'autonomie des régions, ça ne veut pas dire les régions en concurrence entre elles, mais peut-être des régions qui peuvent être plus sur le terrain, mieux comprendre les attentes de leurs habitants, tout simplement. Oui, tout à fait. Je peux prendre l'exemple de la politique du logement, par exemple. Alors, j'allais y venir, mais vous me devancez. La situation est assez différente selon les territoires français. Nous, en Bretagne, on a une hausse des prix du logement qui se poursuit maintenant depuis plusieurs années et qui a des conséquences très graves. Parce que de plus en plus de gens n'ont pas accès au logement ou accès à un logement de très mauvaise qualité. Cette dynamique n'est pas la même partout. Il y a des territoires où les prix du logement baissent, par exemple. Et on voit bien que le gouvernement ne parvient pas à mener une politique globale du logement aujourd'hui. On le voit avec la chute des constructions. Alors, ça peut avoir certains côtés positifs pour l'économie du foncier, mais dans ce cas-là, il faudrait des actes de régulation très forts pour utiliser au mieux le parc existant, et ça ne vient pas. Et
on voit qu'en Bretagne, la prise de conscience a été assez rapide. Dès 2021, c'était dans le débat public en Bretagne. Dès 2022, le Conseil régional a fait des demandes, parce qu'il n'a pas d'autonomie, donc il n'a plus que demander à l'État, mais des demandes d'aménagement de la loi. Et les réponses arrivent très lentement. On a une petite modification du zonage zone tendue en 2023, qui arrive tard et qui est elle-même en décalage par rapport à la réalité de la crise du logement. On va enfin avoir, j'espère, une loi de régulation sur les meublés touristiques, mais ça fait des années qu'on voit le problème et que ça aurait pu être mis en place. Et là, on a un vrai retard du pouvoir central pour prendre la mesure de la situation, probablement à cause de l'hétérogénéité des situations en France. Et si on avait eu, en matière de logement, un pouvoir réglementaire et fiscal en Bretagne, on aurait pu mettre en place des réponses beaucoup plus rapidement, je crois. C'est pas l'autonomie de la Bretagne contre Paris ou la Normandie ou je ne sais quoi, mais pour pouvoir répondre à nos situations concrètes au moment où les problèmes se posent et pas 3 ans plus tard. Alors, on parle aussi beaucoup des mobilités aujourd'hui, on parle de la voiture électrique, on parle évidemment du réchauffement climatique qui est là, il suffit pour s'en convaincre de regarder l'actualité, ce qui se passe, qui est terrible chez nos voisins espagnols. Aujourd'hui, c'est une réalité, il faut décarboner, alors peut-être avec la voiture électrique, peut-être avec les transports en commun. Là aussi, il y a des politiques à conduire et on a l'impression que ça n'avance pas au niveau de l'État. Là, aujourd'hui, on voit encore les voitures électriques, on est encore un petit peu dans l'expectative. La Bretagne a choisi, elle, de développer beaucoup ses transports en commun, le rail en particulier. Là aussi, il faut que l'État puisse donner plus d'argent, finalement, pour développer ces politiques. Oui, on a vraiment besoin d'investir sur ces politiques. Pour mettre plus de trains sur une même voie, on a besoin d'aménagement technique. Et pour rouvrir des lignes fermées, on a besoin de dépenses d'investissement initiales. Alors ça coûte cher, mais il faut voir aussi tout ce qui va être économisé en carburant par les Bretons une fois que ces travaux seront réalisés. Il ne faut pas voir ça uniquement comme une dépense, même si pour la collectivité qui la met en œuvre, c'est une dépense. Et en termes d'investissement et de fonctionnement aussi, puisque les gens ne payent qu'une partie des billets des transports. Donc ça demande des moyens publics importants. Et la région Bretagne a fait des propositions sur la fiscalité, sur le versement de transport, pour avoir ces moyens. Pour l'instant, on en manque, clairement. Et par exemple, on aurait vraiment besoin, j'en suis convaincu, c'est un de mes combats depuis longtemps, de rouvrir cette ligne centrale qui va d'Auray à Saint-Brieuc en passant par Pontivy et Loudéac. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut se balader en Bretagne en train, ça marche bien en est-ouest, mais en nord-sud, c'est presque impossible. Il n'y a pratiquement rien. Et donc là-dessus, ça permettrait d'améliorer la capacité à se déplacer en train en Bretagne, de désenclaver un peu le centre Bretagne. On voit aussi qu'à cause des problèmes de logement, de plus en plus de gens, dans le Morbihan notamment, vont habiter jusqu'à Pontivy tout en travaillant près de la côte. Donc là, avoir une liaison en train, ce serait loin d'être idiot pour eux. Et puis, on parle aussi de rééquilibrage du tourisme, parce qu'on a beaucoup d'activités touristiques sur la côte, parfois trop, à mon avis. Dans le centre Bretagne, en général, on ne considère pas qu'on en a trop. Et rééquilibrer les choses serait positif sur la côte en ayant un peu d'oxygène et à l'inverse un peu plus d'activité touristique dans l'intérieur, ce serait pas forcément malvenu. Et pour ça, rouvrir cette ligne, ce serait utile aussi. On a vraiment un projet qui pourrait être structurant pour la Bretagne, mais aujourd'hui, on a besoin d'y mettre des moyens publics considérables. Voilà. Avec aussi un aspect économique, on peut très bien imaginer que demain le fret ferroviaire reprenne ses droits sur cet axe central. Il y a des entreprises tout au long de cette voie de chemin de fer qui est en devenir, on peut le dire comme ça. Tout à fait. Alors il y a un petit peu d'activité de fret, je crois encore sur la partie sud, voilà, mais pas sur l'ensemble de la ligne. Et on sait bien que pour que les utilisateurs potentiels choisissent un réseau, il faut qu'ils soient assez assurés de son avenir. Et plus ce réseau est étendu, plus il donne confiance. Donc effectivement, ça pourrait aussi servir pour le fret, qui est un enjeu de décarbonation. Alors, décarbonation, le mot est lâché. On parle aussi des éoliennes, des parcs éoliens. Alors, ils ne font pas l'unanimité. Les parcs éoliens, il y a beaucoup de réticences aujourd'hui. Récemment, le parc éolien de Saint-Brieuc, parc en mer, a été raccordé au réseau, donc voilà, il fournit ses électrons, voilà, je vais y arriver, fournit ses électrons. Est-ce qu'il faut continuer cette démarche de construire des parcs éoliens, alors en mer ou parfois sur terre? Je crois qu'il faut continuer avec mesure et prudence, parce que ça fait débat et c'est compréhensible. Et effectivement, moi je suis très pro-éolien, mais je comprends qu'on n'ait pas envie de mettre des éoliennes absolument n'importe où.
parce qu'il faut regarder les impacts sur le paysage, sur la biodiversité, sur les habitants, tout ça est nécessaire. Il faut un débat public autour de... Oui, moi je suis pas choqué que des gens contestent des parcs éoliens par endroit, je peux le comprendre, mais globalement, je pense qu'il faut continuer à en faire et à entretenir et renouveler les parcs existants. Je suis assez rassuré sur le parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Il y a eu des très grosses inquiétudes sur les impacts de ce parc. On constate que pour l'instant, sur la pêche, il n'y a pas d'impact négatif. Non, on a beaucoup de coquilles Saint-Jacques cette année, voilà. paradoxalement. Voilà. Donc, a priori, les parcs éoliens en mer, quand même, ont cet avantage de ne pas impacter la ressource, comme on a pu le craindre, et de fournir des quantités d'énergie potentiellement considérables. Donc, et c'est quand même souvent moins conflictuel qu'à terre. Donc je pense que ça, il faut absolument le continuer, tout en ayant un débat public à chaque fois. Alors, le débat public, il se fait aussi aujourd'hui autour de la sécurité en Bretagne. Alors, je vais mettre des guillemets qui s'imposent. Il ne s'agit pas de dire que les villes que je vais citer sont des coupe-gorges ou que voilà, faut pas s'y arrêter, au contraire. Mais on a des villes comme Rennes, comme Brest, comme Lorient et comme Saint-Brieuc même d'ailleurs, qui font face au trafic de drogue, au trafic de stupéfiants, à des mafias qui viennent, il faut bien dire le mot. Est-ce que là aussi il faut une politique, alors je vais dire sécuritaire, et là aussi je mets des guillemets là où il faut, en Bretagne, c'est-à-dire s'emparer de la sécurité et essayer de faire en sorte que bien les Bretons n'aient pas à subir effectivement c'est la loi de ces gangs, hein, parce qu'on en est un peu la reine en fait. Bien sûr que ça nécessite des réponses politiques et qu'il ne faut pas se résoudre à laisser ces trafics perdurer et empirer. Puis plus grave encore que le trafic, c'est les combats qui vont avec. Il y a des fusillades aujourd'hui. On a ce jeune garçon qui a été blessé. Aujourd'hui, je veux quand même le dire, parce que parfois on peut en faire le reproche aux équipes municipales, mais elles ne sont pas censées lutter contre la grande criminalité. Hein. Ça, c'est pas le rôle de la police municipale. C'est le rôle de l'État. Enfin, c'est le rôle de l'État. Après, est-ce que l'État est organisé comme il faut pour ça? Manifestement, la question se pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas territorialiser plus? Pour moi, elle est ouverte. Je ne suis pas spécialiste de sécurité, mais je pense qu'il faut avoir cette discussion peut-être sur des forces de police plus territorialisées, mais qui seraient autre chose que la police municipale. Il y a là peut-être un échelon qui manque. Moi, je suis très sceptique quand je vois des opérations de communication gouvernementale avec une descente dans un quartier reconnu pour le trafic de drogue, annoncée à l'avance, avec voilà, où on a un effet ponctuel et où on sait bien que c'est pas ça qui démantèle le trafic à long terme. Donc, je suis plutôt pour avoir une action soutenue. Je crois qu'il manque finalement une police de proximité qui a existé. Et que, en plus de forces capables de mener des opérations ponctuelles, on a besoin d'une police qui connaît bien le terrain, mais qui est aussi armée, je ne veux pas dire physiquement, mais armée au sens réglementaire, au sens des compétences, pour combattre le trafic. Voilà. Quelque chose d'intermédiaire entre la police municipale et disons ceux qui mènent des opérations coup de poing, comme on peut le voir. Là, il manque quelque chose, à mon avis. Il y a aussi une manière peut-être... je pense qu'on peut aussi gagner en efficacité sur les opérations policières en relâchant la pression sur, par exemple, tout ce qui est drogue douce, disons. Moi, je suis partisan d'une dépénalisation sur les drogues douces. Non pas que je sois favorable à leur consommation, je pense que c'est assez nocif globalement, mais comme l'alcool, comme le tabac, comme beaucoup d'autres choses. Mais qu'à un moment, peut-être qu'il faudrait concentrer les moyens policiers sur les drogues les plus dures et sur les trafics, voilà, les trafics armés, plutôt que faire du chiffre en contrôlant des gens qui ont quelques grammes de cannabis sur eux. Je crois pas que c'est ça qui va régler les problèmes de trafic de drogue aujourd'hui. Voilà, et je pense qu'on a besoin effectivement de se concentrer sur le plus important. Vous parliez tout à l'heure des polémiques vis-à-vis des équipes municipales. Alors c'est le cas à Rennes, Nathalie Appéré est montrée du doigt aujourd'hui. Elle s'en défend. Elle dit moi, je n'ai pas les moyens de l'État pour pouvoir faire face à cela. Là encore, les moyens manquent et là encore, il faut avoir une politique plus visionnaire. Je me pose la question d'un échelon qui manque dans l'organisation des forces de l'ordre. On peut imaginer... Est-ce que ce serait régional? Est-ce que ce serait département? Un échelon territorial, disons. On peut imaginer le schéma comme ça se passe en Catalogne, avec une police régionale. Pourquoi pas? C'est pas pour le plaisir d'avoir notre propre police, mais si on s'adresse aux élus locaux, ça veut dire qu'on estime qu'ils devraient faire quelque chose, mais ils n'en ont pas les moyens aujourd'hui.
En même temps, c'est pas la police municipale seule qui peut lutter contre ce genre de trafic, donc pourquoi pas une sorte de police territoriale, à une échelle un peu plus importante que celle des communes, mais voilà, qui serait capable de faire de la proximité au quotidien. Je pense que c'est vraiment une piste à creuser. Alors, il y a aussi l'immigration. Aujourd'hui, c'est un débat qui est sur, j'allais dire au-delà même de la Bretagne ou de la France, c'est un débat européen. La Bretagne en prend sa part et on entend beaucoup, là encore ça va nous ramener au département et au manque de moyens de départements qui disent nous on accueille ces mineurs isolés, on essaie de les accueillir décemment, les moyens manquent, beaucoup de jeunes qui ont fui leur pays pour plein de raisons, hein, souvent parce qu'il y a la guerre, peut-être quelques réfugiés climatiques, ils commencent à arriver, ça devient là aussi une réalité. Est-ce qu'on est, on est en dessous de ce qu'il faudrait faire pour l'accueil, pour la formation, pour ne pas laisser peut-être ces jeunes aller dans les rues, être à la proie des mafias? J'en suis convaincu, je crois vraiment qu'investir sur l'accueil, c'est dans notre intérêt, pas seulement dans l'intérêt des personnes qui arrivent, mais aussi dans le nôtre. C'est des personnes qui viennent vivre chez nous, qui souvent sont assez jeunes, dans un pays en vieillissant, c'est quand même important, qui sont prêtes à travailler, qui pour beaucoup ne demandent que ça, mais qui arrivent parfois, d'un contexte jusque-là très différent, qui ont vécu des choses traumatiques en route, qui parfois, effectivement, sont des mineurs isolés, donc par définition ont du mal à se débrouiller seuls. Donc, cette prise en charge initiale, c'est peut-être des dépenses sur le coup, mais ça nous permet d'avoir des gens qui s'intègrent, des gens qui vont travailler, des gens qui vont participer à la vitalité sociale, tandis que si on les accueille pas correctement ou pas du tout, c'est effectivement des gens qui vont être dans la marginalité, qui vont être facilement à la proie des délinquants ou des criminels parce qu'ils n'auront pas d'autres sources ou qu'ils n'auront pas les codes pour s'intégrer, qui vont avoir des problèmes de santé qu'il faudra prendre en charge une fois qu'ils seront aggravés. Je pense qu'on a vraiment beaucoup à gagner, à accepter de dépenser un peu pour accueillir correctement les gens et pour les intégrer. Vraiment une politique d'intégration à renforcer. Plus qu'une loi immigration, je serais pour une loi intégration parce que c'est un vrai problème. J'allais vous taquiner oui. Sur la nouvelle loi immigration, vous demandez ce que vous en pensiez. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans, mais s'il s'agit de stigmatiser les personnes étrangères en expliquant que tous les problèmes viennent d'eux, ça ne résoudra pas grand-chose. Il y en a eu des kilos et des kilos de loi immigration. Enfin, on en a une par an à peu près. Hein. Ça n'a pas réglé tous les problèmes du monde. Donc peut-être qu'il faut arrêter de faire des lois immigration et voir comment on accueille les gens. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais c'est des problèmes qu'on peut résoudre. J'ai un exemple en tête qui m'avait marqué, c'était il y a quelques années dans un Fest-Noz. Une personne que je connaissais, un homme d'une 50aine d'années, me disait une 60aine même, il avait accueilli 2 migrants chez lui, extra-européens, et il les parrainait. Il y avait un système de parrainage comme ça. Donc il leur expliquait la vie en Bretagne en fait. Et c'était très utile parce que ces 2 personnes venaient de pays où on peut se marier à 12 ans. Et comme ils avaient plus de 12 ans, ils commençaient à chercher. Et donc, il a fallu qu'il leur explique que c'était pas possible, qu'ici on ne considérait pas du tout que les gens étaient adultes à 12 ans, nettement plus tard à 18 ans, et donc il leur a évité d'aller commettre d'énormes bévues en allant demander des filles de 12 ans en mariage à leurs parents, par exemple. On imagine comment ça aurait pu tourner. Mais en fait, il n'y a pas eu de problème, parce qu'il leur a expliqué, parce qu'il leur a montré comment était la vie chez nous. Je donne cet exemple-là qui est marquant, mais j'imagine que dans plein d'autres domaines, ça a été utile. Et on voit comment un accueil organisé et bienveillant permet d'éviter des problèmes considérables. Alors, j'aurais voulu vous entendre, Neil Kawissin, sur la santé, parce que c'est important. Un petit mot sur l'éducation, ça vous touche de près, parce que vous êtes aussi enseignant, hein, je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, l'éducation manque, là encore, cruellement de moyens. Il y a aussi une forme de manque d'appétence pour venir enseigner, pour venir aider les enseignants. On a l'impression qu'on a un système qui est en train de se déliter peu à peu. Je raccrocherai ce système sur l'hôpital, même si les problématiques sont un peu différentes. On voit les luttes à Carhaix ou à Guingamp aujourd'hui en Bretagne pour conserver les hôpitaux, la médecine de proximité. Est-ce que ce sont les luttes de demain, justement ? Le maintien de l'éducation et sauver l'hôpital coûte que coûte. Je pense que c'est des luttes d'aujourd'hui surtout. Alors j'allais dire de demain, parce que ça va être de longue haleine, on imagine. Bien sûr, je pense que personne peut se résoudre à voir le système de santé publique s'effondrer ou l'éducation, qui ne s'effondre pas. La situation n'est pas aussi critique, mais en tout cas se déliter comme ça lentement. Et
et qu'on a besoin de les revaloriser. Bon, enseignant, d'abord, je veux dire que c'est un très beau métier, que quand on le fait dans des bonnes conditions, hein, si des gens m'entendent, c'est un vrai plaisir de voir des enfants, des adolescents se développer, apprendre des choses. Je considère quand même que moi je regrette pas d'être enseignant, mais c'est vrai que le contexte est difficile. C'est vrai que il y a la question des moyens, notamment des remplacements, parce qu'on en manque. Il y a la question du rythme des réformes qui est très rapide et qui sont difficiles à absorber, et puis de tout ce qui arrive de l'extérieur à l'école aussi, de tous les problèmes de présence d'enfants sur Internet, de cyberharcèlement, d'exposition des contenus qu'ils sont pas prêts à voir, et l'école se retrouve à devoir prendre en charge beaucoup de choses. Il y a une vraie discussion à avoir sur ce que l'école doit et peut prendre en charge, et sur ce qui devrait relever d'autres choses, de la famille notamment. Je pense que l'école peut faire beaucoup, mais ne peut pas tout faire. Et pour le système de santé, là on paye un sous-investissement de long terme. J'entends dire qu'enfin le nombre de médecins a recommencé à augmenter récemment. Donc c'est les dernières études, oui. C'est une bonne nouvelle, mais il faudra que ça se prolonge pendant des années pour que les effets nocifs s'estompent. Et puis quelque chose qui vient vraiment percuter le système de santé, c'est le vieillissement de la population et l'arrivée de nombreuses personnes dans la dépendance. Un jour ou l'autre, ça pèse sur l'hôpital. Même si ces personnes ne vont pas à l'hôpital tout de suite, la perte de dépendance, ça va entraîner des hospitalisations plus fréquentes. La perte de dépendance, j'aimerais bien la perte d'autonomie va entraîner des hospitalisations plus fréquentes, évidemment. Et aujourd'hui, le budget public de la santé n'évolue pas au rythme qui serait nécessaire pour absorber cette augmentation des dépenses des actes de soins. Et puis on a aussi toute une politique à améliorer, je pense, sur la prévention de la perte d'autonomie pour retarder l'entrée dans l'indépendance. Ça, c'est un intérêt financier, mais c'est un intérêt humain, évidemment aussi. Je pense qu'il faut beaucoup plus développer des services publics locaux de la santé et de l'autonomie pour commencer à prendre en charge les personnes avant qu'elles n'aient besoin d'aller en structure, en fait. Là encore, l'échelon local. Important. Un dernier mot, Nilka Ouissin. Diwan a des difficultés actuellement. On a vu la région mettre la main à la poche dans le contexte que l'on décrivait. Est-ce que c'est important à l'heure actuelle de conserver la culture bretonne ou les cultures plus largement dans les différentes régions françaises et les langues? Alors Diwan, c'est le breton, mais il y a aussi le gallo un petit peu plus près de nous, dans les Côtes-d'Armor et un petit peu plus largement en Bretagne. Est-ce que là aussi, il faut faire un effort pour préserver la culture? Pour la langue bretonne, l'enseignement est crucial parce que le profil démographique des locuteurs du breton, c'est beaucoup de gens âgés de plus de 70 ans, une augmentation parmi les plus jeunes, même si ça reste modeste, et puis un énorme trou sur les personnes qui ont 30, 40, 50 ans. Il y a très peu de locuteurs, c'est les générations qui n'ont pas appris le breton, mais qui n'ont pas non plus bénéficié de l'enseignement, puisque ça s'est développé un peu plus tard. Et ça veut dire que sans l'école, le breton ne sera pratiquement pas transmis, ou peut-être dans quelques centaines de familles uniquement. Donc l'école a un rôle crucial pour la transmission de la langue dans le contexte actuel. Et là-dessus, Diwan a été précurseur. Aujourd'hui, on a plus d'élèves dans les filières bilingues publiques ou catholiques qu'à Diwan, mais Diwan a été précurseur. Et c'est Diwan qui a tout de même, il faut le dire, les meilleurs résultats en termes d'aisance et de pratique dans la langue. C'est l'école par immersion. Parce que c'est immersif, donc c'est important de les garder. C'est aussi un lieu d'innovation. C'est là qu'on a eu les premiers cours de philosophie en breton. C'est là qu'on a cette année, et c'est une très bonne nouvelle, la première filière professionnelle qui a été ouverte en breton. Donc on a vraiment besoin de garder Diwan, même si Diwan ne scolarise qu'une minorité d'élèves en breton. En termes de qualité et d'innovation et de dynamisme, c'est essentiel de le garder. Et on voit que c'est un réseau dont le modèle de financement est arrivé à bout de course. Finalement, c'est une école laïque et gratuite, mais qu'on considère comme une école privée par son fonctionnement. Et donc là, je suis persuadé qu'il faut inventer un statut public d'un nouveau genre pour Diwan. C'est là-dessus qu'on va devoir se quitter. Nilka Ouissin, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Vous reviendrez évidemment. Avec plaisir. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB et enseignant. Voilà, je voulais le préciser aussi. Oui. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.